Bonjour à tous, ici Paul de Pilotine. On va attendre 3-4 minutes parce que c'est toujours à ce moment-là que les derniers arrivants se connectent sur le webinar et on va passer environ 1 heure ensemble à apprendre plein de super choses en web marketing. Voilà, je reviens dans 3-4 minutes pour qu'on puisse discuter ensemble. À tout de suite. Hop, et ben on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis content de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Bonne pratique emailing 2020. Il y en a peut-être qui avaient déjà participé quelques webinaires qu'on a réalisés, aux nombreux webinaires même qu'on a réalisés ces derniers temps et sur les mois précédents. Donc, dans ce cas-là, je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Pour les autres, si c'est une première, bienvenue. C'est quelque chose que moi, je me plais beaucoup à réaliser. Je vais me présenter un petit peu. Pour ma part, Paul Fresnel, je travaille donc en tant que responsable conseil web marketing et formation chez Pilotine. Bonjour Nadine, bienvenue. Donc, mon métier me pousse à conseiller, m'amène à conseiller beaucoup de structures différentes, très différentes. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et en plus de ça, sur les 3 dernières années, j'ai pris la responsabilité du pôle formation. Donc, j'accompagne des entreprises dans leur montée en compétences. Et c'est un métier que j'adore parce que j'aime partager ce que j'apprends moi d'un côté, ce que je découvre, et voir tout le monde progresser et rencontrer du monde. La preuve avec ces webinars. Aujourd'hui, on va se retrouver. Bonjour Yann, bonjour Marie, content de vous voir parmi nous. Aujourd'hui, on va parler bonne pratique emailing. C'est quelque chose que pour ma part, je travaille beaucoup en fait dans mon quotidien, dans mon métier, parce que c'est un levier qui est encore extrêmement, je dis encore, mais qui est extrêmement utilisé et qui évolue toujours, qui évolue toujours sous diverses formes. Alors bien entendu, il y a des évolutions. C'est pour ça que régulièrement, on essaie de se mettre à jour sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux designs, sur les nouveaux discours, les nouvelles tendances qui peuvent y avoir qui peuvent évoluer dans l'email. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui, les bonnes pratiques
à ce jour. Voilà. Voilà, parce que c'est quand même un levier qui a tendance à pas mal évoluer. Alors, je vais vous présenter mon écran. Alors, sachez que, alors, n'hésitez pas à couper votre micro si ce n'est pas fait. C'est pas du tout que je vais pas discuter avec vous, c'est que sinon, ça risque de faire des interférences. Et en revanche, à la fin de ma présentation, je regarderai bien toutes les questions, on pourra échanger. Et surtout, vous pourrez avoir le replay, vous recevrez le replay ainsi que la présentation en email automatiquement à la suite de ce webinar et vous pourrez retrouver l'intégralité de ces webinars en vidéo YouTube sur la chaîne de l'agence Pilotine si jamais vous voulez réexplorer cette thématique ou en explorer d'autres. Voilà, bonjour Christian, bonjour et bienvenue. On va démarrer, je vais vous présenter mon écran. Hop. Alors, les conseils d'un pilotin concernant les bonnes pratiques emailing 2020. Alors, pourquoi pilotin et pourquoi pilotine? Pour rappel, la pilotine, c'est le petit bateau qui accompagne les gros bateaux dans les ports pour les aider à se garer. Et donc, nous sommes tous des marins du web. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à naviguer dans l'océan des boîtes mail et des emailing. Et je vous invite à me suivre pour cette présentation. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une petite distinction entre l'emailing relationnel et l'emailing transactionnel. Aujourd'hui, on va beaucoup se focus sur l'emailing relationnel, qui va avoir différents objectifs. On va les voir ensemble, où le but, ça va être d'entretenir la relation avec une liste de destinataires, une base de données. Je reviendrai également sur cette notion-là plus tard, à des fins marketing. Donc, soit sur l'inscription, conduire petit à petit une base de données à un achat ou à une inscription, à une prise de contact, et dans une logique de ce qu'on va appeler du lead nurturing. Donc, ça veut dire couver des prospects. L'objectif étant d'entretenir nos relations à moyen ou à long terme avec une base de prospects pour les conduire à être chauds pour passer à une action que vous considérez comme une conversion. Et je le mets en opposition à l'emailing transactionnel. L'emailing transactionnel, lui, c'est un email automatique, généralement, qui va être déclenché suite à une action de l'utilisateur. Alors, ça peut être une inscription, et dans ce cas-là, vous recevez un email de confirmation d'inscription. D'ailleurs, c'est l'exemple que j'ai là avec Airbnb, ou lorsque vous vous inscrivez sur Airbnb, alors Airbnb vous envoie un email automatique vous proposant d'ajouter une photo de profil, de vérifier vos informations, etc. Donc, qui vous invite à effectuer d'autres actions dans une logique d'utilisation. L'emailing relationnel, lui, a des fins plus marketing. Et si je peux vous donner un super exemple, c'est celui de Vintage Rides, qui est un client de chez Pilotine. Et alors moi, je suis tombé vraiment fan de leur stratégie d'email relationnel. En fait, je testais un petit peu leur site web parce qu'on allait refondre leur site web. Je voulais voir quels étaient les leviers web marketing qu'ils exploitaient pour mieux les conseiller et voir si on pouvait optimiser tout ça. Et en fait, j'ai rentré mon adresse email sur un formulaire qui était disponible sur la page d'accueil de leur site. Et en fait, je suis rentré. Donc, je me suis inscrit à leur newsletter. Je suis rentré dans une stratégie d'emailing. Et en fait, elle est super bien faite parce qu'elle donne vraiment envie. Vintage Rise, en fait, il propose des voyages autour du monde en moto vintage. Donc, en plus d'être une thématique sympa, ça permet de raconter beaucoup de choses. Et ce que j'aime dans leur stratégie d'emailing, c'est que justement, ils racontent. En fait, ils donnent vraiment envie d'ouvrir leurs emails. Alors, on va en prendre un, par exemple, sur la route avec Rechad, guide moto devenu expert voyage, où là, en fait, ils vont présenter un profil de passionné, parce que donc leurs guides moto sont tous des passionnés, vous en doutez, pour une activité comme celle-ci, c'est quand même assez important. Et là, on est vraiment sur du texte. Alors, c'est assez étonnant. On reçoit tous, vous comme moi, énormément d'emailing. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a très peu qui ont une vraie essence, une vraie valeur dans le contenu, avec un contenu travaillé. Et là, en fait, ils sont allés à l'essentiel. Le design, il est très simple. Il y a une image et du texte, enfin 2-3 images et du texte. Et en ça, je trouve vraiment bien, parce que c'est pas une offre commerciale agressive. Ils sont pas en train d'essayer de me survendre un produit, etc. Mais au contraire, ils racontent l'histoire des différents guides, etc., sur un format quand même assez long, mais qui donne envie de lire. Et en fait, moi, ça m'entraîne. Et pourquoi pas, un de ces jours, quand j'ai suffisamment rêvé, pourquoi pas, à terme, devenir client. Bon, là, moi, j'étais en phase de consulting, donc pourquoi pas, mais en tout cas, j'ai trouvé cette méthode très bien pour attiser l'intérêt, faire rêver. Et en fait,
ils utilisent un biais cognitif, c'est celui du rêve. Et en fait, c'est tout ce qu'on attend et c'est beaucoup trop rare. C'est beaucoup trop rare dans les newsletters et c'est pour ça que j'ai bien aimé cet exemple. En fait, moi, rien que le contenu, peut-être qu'à terme, il me donnera envie de les contacter. Et c'est complètement différent donc de ce qu'on voyait à côté, l'emailing transactionnel qui, lui, a une fonction, une utilité, c'est-à-dire informer ou en tout cas qui va être déclenché automatiquement. Alors, plusieurs différences entre l'email marketing et l'email transactionnel. L'email marketing, il est envoyé à plusieurs destinataires. L'email transactionnel, il est déclenché lorsque vous effectuez une action, donc il est envoyé qu'à vous. En soi, ils sont tous les deux automatiques. Hein. L'utilisation, donc l'email marketing va être pour la fidélisation, l'acquisition, voire la vente. Hein. Et l'email transactionnel, ça va être la confirmation d'inscription, comme on voyait juste avant avec Airbnb, la facturation, preuve de transaction, suivi de commande. Typiquement, tous les sites e-commerce l'utilisent beaucoup pour le suivi de commande, pour justement éviter les frustrations de l'attente, voilà, ou de ne pas savoir où est son colis. L'email marketing, donc ça peut être générer la vente d'un produit, d'un service. Ça peut même être faire du crowdfunding, donc générer de l'attente ou de l'intérêt autour d'un projet, tandis qu'email transactionnel, générer la confiance ou guider lors du parcours d'achat. Voilà. Alors, on va voir ensemble, je vous ai préparé cette formation de manière à ce que ça ait une forme de tuto pour que ça soit super simple pour vous de reprendre un petit peu la logique, de le reprendre pas à pas pour pouvoir l'effectuer derrière dans votre contexte à vous. On va reprendre en fait des grandes composantes du marketing, c'est-à-dire objectif, cible, positionnement. Ça, c'est vraiment une trinité, un triptyque qu'il faudra toujours observer dans une campagne de communication ou de marketing et qu'en fait, on retrouve dans chaque levier et dont l'emailing. Donc d'abord, on va se poser la question de quel est mon objectif parce que ça va vraiment impacter la forme de mon email, son contenu et peut-être même à qui je vais l'adresser. Donc alors, qu'est-ce que ça va être mon objectif avec mon email? Est-ce que mon objectif, c'est d'informer sur une actualité, par exemple, pour ensuite conduire à revenir sur le site web? Est-ce que ça peut être générer une inscription à un événement ou à un webinar, par exemple? Est-ce que c'est faire acheter? Et dans ce cas-là, la forme ne va pas du tout être la même, vous vous en doutez bien. Alors, plusieurs exemples de design hein, en fonction de l'objectif. Là, par exemple, on a une newsletter qui va plus être de la fidélisation, de l'acquisition. Nous, c'est une newsletter qu'on a designée pour Pilotine, en fait, qui nous permet d'entretenir la relation avec nos clients, mais aussi avec une base de prospects plus ou moins qualifiés qui se sont inscrits à notre newsletter. Et là, en fait, on va avoir vraiment un format qui vient dérouler de l'information, de l'actualité, avec pour objectif aussi de ramener sur le site web, ou alors ça pourrait être ramené sur la chaîne YouTube de Pilotine, par exemple, faire lire des articles qu'on a rédigés, inviter à des événements. Donc là, on va vraiment être sur de la fidélisation, et puis aussi pour montrer que on existe, on est là, on est dynamique, on avance, il y a des choses qui se passent chez Pilotine. Donc ça, c'est un premier email assez classique. On en a un autre qu'on a designé il y a 7 années d'ailleurs pour un de nos clients, dont l'objectif va être de conseiller en fait des mères d'un premier enfant ou des pères d'un premier enfant, parce que c'est une situation, il peut y avoir une petite période de stress, on se pose beaucoup de questions, et en fait, le client qu'on accompagnait voulait vraiment être en soutien de cette communauté-là et de cette audience et proposer un vrai contenu qualitatif de conseils, donc tiré à partir d'articles rédigés par des experts de la petite enfance. Et en fait, en fonction, on avait une base de données très qualifiée, on connaissait l'âge de l'enfant, et en fonction de l'âge de l'enfant, on envoyait des conseils personnalisés. Voilà. Par exemple, là, un conseil sur l'allaitement, avec une vidéo d'une experte en allaitement, des conseils sur l'alimentation, etc. Et là, l'objectif, c'est vraiment un objectif d'image. On voulait positionner cette entreprise cliente en tant qu'experte auprès d'une audience de parents d'un premier enfant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est identifié comme un expert, derrière, ça entraîne aussi une meilleure image du produit, de l'offre de produit ou de l'offre de service. Et pourquoi pas? Alors là, je pense pas qu'on le faisait. Bon, là, on mettait des liens pour aussi ramener vers les articles qui pouvaient intéresser les parents. Et pourquoi pas ajouter une mise en avant d'un produit. Mais là, c'était pas du tout le but de cet email. Le but, c'était d'être focus, conseil, 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 pour pas être dans le commercial, justement, pour créer ce lien de confiance.
Et ça, derrière, c'est une stratégie qu'on va mettre en place sur différentes thématiques de la petite enfance. On va avoir d'autres types d'emails comme l'invitation à un événement. C'est un autre email qu'on a réalisé pour un client historique chez Pilotine, Gerflor, qui fait des sols connectés, qui voulait organiser son anniversaire, l'anniversaire d'entreprise à l'Académie d'architecture de Paris l'année dernière, où là, en fait, cette invitation, on l'a designée de manière à ce que ça match avec la charte graphique de Gerflor et leur ligne éditoriale aussi, les informations classiques de l'événement, et eux, leur méthode d'inscription, c'était par email ou par numéro de téléphone. On pourrait, s'il y avait par exemple un lien Eventbrite ou un lien Livestorm pour un webinar, renvoyer vers une page d'inscription Eventbrite ou vers une page d'inscription Livestorm. Il ne faut pas oublier que l'email, ça rentre dans une stratégie web marketing, donc l'email en tant que tel ne va pas transformer. Il faut ensuite l'envoyer vers un endroit où on va pouvoir transformer. Donc, ça va être soit votre propre site web, soit des applications tierces, soit des pages d'atterrissage que vous aurez développées, des pages satellites. Ça, à vous de voir derrière quel est le parcours que vous souhaitez mettre en place pour vos lecteurs. Et ensuite, j'ai un dernier email, et ça va peut-être en faire sourire certains parce qu'on l'a tous reçu si vous êtes inscrit à Uber Eats ou à tous leurs concurrents, les Foodora, etc. C'est l'objectif là est clairement de faire acheter, où bah, là Uber Eats envoie un code promo avec 10 € de réduction sur la prochaine commande. Alors, ces emails pour faire acheter, ils peuvent avoir plusieurs formes. Hein. Ça peut être de la présentation de produits pour mettre en avant une nouvelle collection. Je pense par exemple au secteur de la mode, de l'habillement. Je pense notamment au secteur de l'ameublement, de la décoration d'intérieur, etc. Où là, il y aura une offre produit à mettre en avant. Ça peut être tout secteur confondu, hein, tant qu'on est dans le retail. Mais ça peut être aussi de la promo temporaire. Pour aussi, alors pourquoi je dis temporaire, c'est parce que le temporaire, ça active et ça pousse à l'action aussi, ou ça peut être une nouvelle offre. Voilà, une promotion d'une nouvelle offre, un nouveau produit, etc. Et là, on voit, l'email est tout simple, hein, 10 € offerts. Il y a la proposition de valeur qui est clairement établie en haut de page hein, de l'email, en header, comme on appelle ça. Un contenu très très court parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Il y a un moment, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a quand même une réduction et de renvoyer vers le site pour commander et générer du chiffre d'affaires. Si quelques exemples d'emails selon les objectifs que vous pourriez imaginer. Alors, une fois que vous avez défini vos objectifs, on va s'intéresser à la cible. Il y a une étape super importante, c'est celle de la segmentation de la base de données. Pourquoi? Parce que plus vous segmentez votre base de données, plus vous allez être en capacité de personnaliser la relation avec votre audience. Ce qu'on appelle le marketing one-to-one. Encore un mot anglais, désolé, j'utilise beaucoup de mots anglais parce que les Américains sont souvent passés avant nous en web marketing. L'objectif est de personnaliser un maximum, et surtout en 2020. Hein, je vous l'apprends pas, je pense. Aujourd'hui, on est à une époque où il faut vraiment personnaliser la relation. Et cette relation, elle commence au niveau du formulaire. Si mes formulaires ne disposent pas des champs spécifiques, par exemple, si mon formulaire ne propose pas à l'utilisateur de rentrer son numéro de téléphone ou son code postal, bah derrière, je pourrais pas personnaliser ma base de données. Donc ça, c'est un exemple de fichier Excel que je voulais vous montrer, que j'ai créé tout à l'heure en vitesse, mais c'est un exemple super classique où j'ai une colonne pour les emails, une colonne pour les prénoms, une colonne pour les noms, une colonne pour l'entreprise, pour la ville, pour l'adresse, pour le code postal, par exemple, si derrière je veux faire des envois pour des magasins ou des offres qui correspondent uniquement à un code postal ou une zone de chalandise, l'âge qui peut avoir du sens dans certains cas, le genre, je pense notamment à la mode, hein, on en reparlera un petit peu après de la personnalisation justement à ce niveau-là, et les centres d'intérêt, pourquoi? Parce que parfois, certaines personnes vont s'abonner pour une thématique précise d'envoi d'email. Et dans ce cas-là, ça vous permet de segmenter encore plus parce qu'au moins, vous avez plus l'email est précis et plus vous risquez de remplir l'objectif de l'utilisateur aussi. Donc, je vous engage vraiment à le faire. Derrière, ça vous permettra de personnaliser. C'est comme ça que les différentes entreprises derrière qui vous adressent des emails peuvent s'adresser à vous par votre prénom, votre nom, mettre en avant votre entreprise, etc. D'ailleurs, nous, on le fait très bien avec Pilotine. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez, je pense que vous devez recevoir au webinar peut-être un email avec votre prénom ou votre nom de famille dedans.
Et ça sert à ça derrière, adapter le contenu à ta cible. Si j'ai le genre ou alors l'intérêt de la personne par rapport à une collection ou à un produit, bah derrière, ça me permet de personnaliser l'offre qui va être présente dans mon email. Là, c'est un exemple d'Adidas qui, vous en doutez bien, qu'il le réussit très bien, mais j'avais d'autres exemples avec Azos ou d'autres sites e-commerce qui, eux, ont tout intérêt à le faire, parce que derrière, l'objectif est d'être précis un maximum. Ça, c'est un exemple de Spotify. Je le trouve super malin. En fait, Spotify, à chaque fin d'année, donc là, c'est un exemple de 2016, j'aurais pu en prendre un plus récent, mais ils font la même chaque année. En fait, ils utilisent les données qu'ils récoltent sur leur plateforme, et notamment à votre propos, pour vous envoyer un email personnalisé où ils vous disent combien de minutes de musique vous avez écouté, quel titre vous avez écouté le plus, etc. Et en fait, ça, c'est super intelligent parce que derrière, on apprend des choses sur soi-même, c'est assez ludique derrière comme email et ça donne envie de le partager. Ils sont très forts parce que derrière, ça pousse au partage. Voilà. Et derrière, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça se retrouve sur les blogs, etc. Si vous-même possédez une web app, un site ou une application, etc., qui génère pas mal de données, ça peut être vraiment intéressant pour vous d'exploiter ça pour ensuite réaliser une sorte de reporting, un rapport statistique à vos utilisateurs derrière, mais après, à vous derrière de l'adapter selon votre activité, si vous avez cette possibilité-là. Quand on segmente la base de données, ça sert aussi à faire ça, c'est-à-dire adapter le contenu à la personne. Donc, je vous engage vraiment à le faire. Par exemple, joyeux mois anniversaire, donc c'est l'anniversaire des mois pour les enfants en bas âge, dans le lexique des jeunes parents. Joyeux mois anniversaire à prénom de l'enfant. Et en fait, prénom de l'enfant, vous voyez, il y a deux petits tirets à gauche et avant et après. Et en fait, ça, c'est moi qui indique à mon outil que je veux qu'il rentre le prénom de l'enfant ici. Comme ça, le parent pourra, lorsqu'il recevra son email, ça sera écrit joyeux mois anniversaire à Paul, quel conseil pour sa digestion. Et derrière, je vais pouvoir aussi dans l'email ajouter le prénom de la personne. Je pourrais modifier sa civilité, etc., etc. Donc, il n'y a de limite qu'à votre créativité et à l'intelligence des formulaires et de votre base de données derrière. Soignez l'objet. Très important, une fois que vous avez terminé votre design, très important, soigner l'objet. L'objet, c'est la première chose qu'on va voir arriver dans sa boîte mail. Bien entendu, évitez les objets à rallonge, le nouveauté culinaire, blablabla. Bla, bla, bla. De toute manière, ça se verra même pas en fait, parce qu'au bout d'un moment, l'objet est coupé. Donc, on recommande plus ou moins 80 caractères max. Pourquoi? Parce que suivant si on est sur ordinateur, donc le bureau, ou alors si on est sur mobile, ça va pas s'afficher de la même manière, on va pas avoir la même taille. En tout cas, mettez l'appel à l'action. Donc, j'ai mis entre parenthèses CTA, donc c'est-à-dire Call to Action. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, c'est un terme que vous retrouverez beaucoup sur le web. Donc, si vous cherchez à vous renseigner, au moins, vous saurez à quoi ça correspond. Donc, mettez bien l'appel à l'action en début de l'objet. Par exemple, l'appel à l'action, c'est nous vous invitons à notre anniversaire. Ou alors, voici une nouvelle promotion. Donc ça, mettez-le bien au début du mail parce qu'il faut qu'on comprenne très rapidement ce que c'est. Donc, il faut que ça soit réfléchi, pertinent, incitatif. Honnêtement, quand je dis réfléchi, c'est pas pour rien. Il vaut mieux prendre un bon moment et pourquoi pas faire un sondage autour de soi pour savoir si l'objet est bien et impactant et incitatif plutôt que de se tromper. À savoir qu'il y a des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'A/B test. L'A/B test ou l'A/B testing, c'est une technique qui permet automatiquement de tester sur un petit échantillon de votre base de données un envoi d'email. Donc, je pense notamment alors tous les outils les plus classiques permettent de le faire, hein, Mailjet, Sendinblue, Mailchimp, etc., permettent de le faire. Vous allez, au moment de l'envoi, dire à l'outil, voilà, je te propose deux objets, j'aimerais que tu testes ces deux objets sur une petite part de ma base de données, et quand tu as détecté lequel fonctionne le mieux, j'aimerais que tu utilises cet objet pour l'envoyer à tout le reste de la base de données. Et ça, honnêtement, faites-le. Ça peut se faire sur l'objet, ça peut se faire sur le contenu de l'email, ça peut se faire sur plein de choses. Et l'A/B testing, de toute manière, ça se retrouve dans tous les métiers du web marketing. Testez un maximum, hein. Testez un maximum parce qu'au moins, vous êtes sûr d'avoir de meilleures performances. Et aujourd'hui, les outils permettent de le faire très facilement.
Soigner l'objet, ah oui, attention, pour ne pas tomber en spam, il y a vraiment des spam words, comme on appelle ça, des mots qu'il faut éviter, des termes. Alors, par exemple, inscrivez-vous, urgent, commandez aujourd'hui, gratuitement, temps limité, quantité limitée, offre limitée. Faut éviter ces termes-là, honnêtement, parce que derrière, les clients mail n'apprécient pas trop. On évite d'abuser des majuscules. De toute manière, si vous utilisez des outils, vous le diront directement. Les majuscules, l'abus de majuscules, on évite. Ponctuation expressive, point d'exclamation, point d'interrogation, on évite. Bon, un petit point d'interrogation, un petit point d'exclamation, ça a fait de mal à personne. Par contre, vous évitez les 3 points d'exclamation, les 3 points d'interrogation, d'en mettre plusieurs dans la phrase. Ça, dans l'objet, ça, on évite. Et les spam words, comme je vous disais, après, sur le web, il existe plein de listes de spam words. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil en anglais, en français, dans toutes les langues. Donc, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour regarder ça et éviter de se retrouver en spam. Je vous montrerai d'autres techniques pour éviter le spam. Ah, l'utilisation des emojis ensuite, ça peut être vraiment sympa pour plusieurs raisons. Déjà, il ne faut pas oublier que l'emoji en 2020, c'est vraiment un usage très commun sur le web, ça embête personne tant qu'on n'en fait pas une surutilisation. Il faut que ça reste digeste. Mais un petit emoji bien utilisé, pourquoi pas? Par exemple, il y a une news, une actu chaude, on pourrait mettre une petite flamme. Il y a un événement, on pourrait mettre un petit calendrier. Une newsletter sur le développement durable ou l'écologie, on pourrait mettre un petit arbre. Il faut juste que l'emoji soit bien adapté. Il faut pas l'utiliser à outrance. Donc derrière, ça vient servir le propos avec une petite touche graphique. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle un eye catcher, ça attire l'œil. Donc en fait, dans sa boîte email, on va avoir plus tendance à avoir l'œil attiré par un petit élément graphique qui vient dynamiser un petit peu le message que parfois d'autres messages. Donc au milieu de 50, 100, 200 emails, je vous raconte même pas ma boîte email à moi, c'est bien d'avoir un petit emoji qui pourrait attirer l'œil. Éviter la surutilisation d'emojis parce que c'est assez indigeste et surtout ça peut vite faire très commercial, donc il faut le doser avec parcimonie. Travaillez bien ce qu'on appelle le texte d'aperçu ou le pré-header. Ce texte d'aperçu, c'est une option, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Mais les différents outils que vous allez utiliser d'emailing vont vous permettre d'indiquer ce petit texte de description. Travaillez-le. Ne mettez pas exactement le même texte de description que le début de votre email parce que ça sert à rien. Plutôt expliquez ce qu'il y a dans l'email. Moi, j'aime bien expliquer. Alors après, on a tous ses préférences. Moi, j'aime bien expliquer, dire dans cet email, vous trouverez toutes les infos sur, ou alors les dates, ou alors la date limite d'une offre promotionnelle, ou je sais pas, voilà, aller développer un peu une offre ou ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à travailler ça aussi parce que on le lit vraiment, hein, on le lit, surtout sur smartphone. On le lit vraiment, ce pré-header, donc travaillez-le bien. Et en plus de ça, ça améliore votre note. Chaque email a une note de délivrabilité, c'est-à-dire qu'il y a certains emails qui auront une plus ou moins bonne note suivant les bonnes pratiques, et c'est pour ça que ce webinaire pourra sûrement vous aider. Si vous avez une mauvaise note décernée par les clients mail, votre email risque de passer en spam, justement. Et ça, le fait de remplir toutes ces conditions-là, bien remplir l'objet, éviter les spam words, bien remplir le texte de description, ça rentre vraiment en compte dans cette note de délivrabilité. Délivrabilité, le taux de délivrabilité, c'est le nombre d'emails qui sont vraiment arrivés dans les boîtes de réception. Il peut arriver que de temps en temps, les emails arrivent ou non pour plein de raisons différentes, mais voilà, au moins ça vous permet de maximiser vos chances d'arriver dans les boîtes de réception. Informer pour mieux vendre. En fait, c'est un petit peu l'exemple de ce que je vous montrais avec Vintage Rides. Là, ce que j'aimerais vous partager avec vous, c'est vraiment cette notion qu'il faut apporter une nouvelle information, peut-être un contenu à valeur ajoutée, une information dont ne disposait pas l'utilisateur et l'internaute auparavant, pour susciter son intérêt, vraiment qu'il ait l'impression, et que ça soit vrai d'ailleurs, qu'il retire de la valeur de recevoir ces emails, pour continuer déjà de ne pas se désinscrire, parce qu'au bout d'un moment, on peut être laissé se désinscrire, et puis surtout aussi pour être fidélisé. C'est-à-dire que dans vos emails, n'hésitez pas à partager des articles de blog qui pourraient venir répondre à des questions que se posent vos prospects. N'hésitez pas à partager des tutos, n'hésitez pas à partager des infographies, des données, des études. Laissez libre cours à votre créativité et surtout posez-vous la question, qu'est-ce qu'a envie d'entendre mon prospect? C'est vraiment très important de se poser cette question. Et en fait, derrière, la qualité et la relation s'en retrouvera
impactés. Alors, je crois que j'ai une question, mais alors Claire, il n'y a pas de problème, je vois que tu es en retard, mais tu es la bienvenue. Pour rappel, je répondrai à toutes les questions en fin de webinar et tout le webinar sera disponible en replay ainsi que la présentation sur notre chaîne YouTube. Voilà en tout cas pour le contenu. Pensez bien à informer, mieux vaut informer derrière pour que vos utilisateurs soient au fait de votre produit, de votre offre de service ou de votre secteur, des actualités pour mieux derrière transformer. Soignez les CTA. Donc je reviens à ce terme que j'utilisais déjà tout à l'heure. CTA, c'est Call to Action, donc appel à l'action en français. C'est un terme qui est très utilisé sur le web, c'est pour ça que je l'utilise dans ce cas-là pour que vous puissiez le reconnaître. Soignez les CTA. Et les CTA, ça va être ces petits boutons qu'on va trouver dans les emails. Par exemple, je confirme ma participation. Alors, ce call to action, il faut bien le placer dans un email. Alors là, typiquement, c'était un email qu'on avait réalisé pour l'anniversaire de Pilotine l'année dernière, dans mes souvenirs. Les 6 ans de Pilotine, on s'était bien amusé. Et en fait, là, on a placé le call to action, ce bouton, à 2 endroits de l'email, au début et à la fin. Pourquoi? Parce que vaut mieux le mettre au début au cas où l'utilisateur ne descend pas jusqu'à la fin de la newsletter, parce que sinon on risque de perdre des inscrits. Et aussi en bas de la newsletter au cas où la personne ne l'aurait pas vu ou au contraire pour éviter la frustration de devoir remonter. Donc comme ça, au moins, on est sûr de maximiser le nombre d'inscriptions. Donc ça, il y a une vraie intelligence autour de ce qu'on appelle le call to action. Il va falloir arriver à bien le placer, essayer de le mettre vraiment en évidence, essayer d'utiliser des couleurs contrastées, essayer de placer des zones blanches autour des zones de vide pour qu'ils soient vraiment mis en avant. Et aussi être clair dans ce que vous attendez de l'action. Par exemple, je confirme ma participation. C'est vraiment incitatif. N'hésitez pas à être vraiment incitatif dans le texte de votre call to action. Par exemple, en savoir plus, moi, j'aime pas vraiment, et honnêtement, pour avoir des données à ce sujet-là, ça marche beaucoup moins bien que d'autres call to action comme lire cet article ou apprendre une nouvelle technique ou ce genre de choses qui donnent vraiment envie de cliquer. En savoir plus, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber et c'est un petit peu générique. Donc, je vous recommande pas forcément de l'utiliser. Après, il y a peut-être certains cas où c'est plus compliqué que d'autres d'en utiliser des singuliers. Choisissez avec soin le jour et l'heure de l'envoi. Alors là, vous m'en voudrez pas, j'avais pas d'illustration pour ça, mais évidemment, évitez les jours fériés, hein, parce que les jours fériés, il y a beaucoup moins de consultations des boîtes email. Les dimanches ou alors en pleine nuit, à part les workaholics, vous allez avoir peu de taux d'ouverture. Ce choix de créneau créneau horaire de jour, il est vraiment super important. Le mardi et le jeudi, c'est les envois les plus performants. Le lundi matin, les débuts de semaine. Alors, ça, vraiment, tous les comportements varient en fonction des audiences, hein, bien entendu. Donc, en fonction de votre audience, si c'est du B2B, B2C, on ne va pas le consulter au même moment. Moi, pour ma part, je regarde mes emails perso le soir après 18h ou entre midi et 2. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra plus les envoyer. Pour le B2B, on va les envoyer entre 6 et 9h du matin ou en début d'après-midi. Donc, à vous et puis tester, encore une fois, faites de l'A/B testing, comme je disais tout à l'heure. Essayez de tester à quelle heure ça fonctionne le mieux. Il y a le plus de taux d'ouverture. Un des indicateurs principaux de l'envoi d'emailing, c'est le taux d'ouverture. Donc, essayez de maximiser le taux d'ouverture en essayant de trouver le bon créneau horaire. Alors, quelques bonnes pratiques emailing que je voulais partager avec vous. Je vais les décliner assez rapidement et surtout, je les ai notés pour que ce soit facile pour vous de les mettre en application derrière. Alors, par rapport aux standards du web, tenez-vous-en à 640 pixels maximum de largeur pour les emails, voire 100 pixels qui est le standard actuel. Au-delà de 640 pixels de large, vous risquez d'avoir des problèmes d'affichage sur certaines messageries, coucou Outlook et Microsoft. Honnêtement, Microsoft et Outlook, c'est un enfer pour s'adapter vraiment à leurs recommandations. C'est plus compliqué que les autres clients mail, le code est un peu moins bien interprété, etc. Donc, essayez de vous en tenir dans ce cas-là au standard du web et éviter des codes trop compliqués.
Pour que votre image elle s'affiche en bonne définition sur l'écran HD, vous devez choisir une largeur double, donc 1200 pixels. Parfois, ça vaut pas forcément le coup. Vraiment, encore une fois, tester. Dans ce cas-là, si elle fait 1200 pixels de large, n'hésitez pas à vraiment réduire la qualité pour pas que l'email pèse trop lourd. Et d'ailleurs, c'est le point suivant, réduisez le poids des images. Pourquoi? En fait, plus l'email est lourd et plus le temps de chargement est long, donc vous aurez une mauvaise note. Et en plus, il y a certains clients mail comme Gmail qui limitent à 102 kilooctets avant de couper le message et d'avoir un petit afficher l'intégralité du message. Et ça, c'est un petit peu l'enfer des envoyeurs d'email comme vous et moi. C'est-à-dire que si l'email il est coupé au milieu, vous en douterez bien, c'est assez embêtant. Donc, il faut essayer de respecter un maximum de 102 kilooctets de poids de l'email avec des tests de délivrabilité, comme je vous montrerai tout à l'heure, c'est tout à fait faisable de tester. Donc, on réduit un maximum les images. D'ailleurs, privilégiez les JPEG au PNG. Et je vous montrerai d'ailleurs un petit outil derrière qui permet de réduire super facilement le poids des images, gratuit, qui plus est. Renseignez bien les balises Alt. Si vous utilisez un outil, ça vous sera proposé. Si vous le codez à la main, faudra le rajouter vous-même. Balise Alt, en fait, ça veut dire Alt, c'est alternative texte. Donc, c'est du code qui permet de dire au navigateur, donc n'importe quel navigateur, Chrome, Firefox, etc. Ça permet au navigateur qui lit vos images de lui dire cette image, par exemple de l'anniversaire de Pilotine, c'est l'équipe Pilotine. Donc, vous pouvez renseigner cette balise. Et en fait, à quoi elle sert cette image? Elle sert à afficher un petit texte quand l'image met du temps à charger. Et en plus de ça, ça permet de rendre l'email accessible aux malvoyants parce que les malvoyants ont des outils qui permettent de lire les images. Et ça, c'est vraiment pris en compte par les clients mail et en plus par Google aussi dans le référencement naturel. Donc, renseignez bien ces balises parce que derrière, vous rendez votre email plus accessible. Et en plus de ça, vous pouvez afficher éventuellement du texte lorsque le temps de chargement est long. Utilisez des web fonts. Alors, il y a quelque chose que je vois souvent, malheureusement. J'ai souvent des demandes de clients qui m'envoient des typographies ou des typographies, des fonts, c'est-à-dire typographie en anglais, en me disant voilà, on aimerait bien utiliser la typographie de notre logo pour écrire. Le problème, c'est que cette typographie, si elle n'est pas installée sur le navigateur de la personne à qui vous envoyez l'email, elle ne sera pas lue. Donc, il faut vraiment utiliser des typographies que tout le monde a installées sur son navigateur, ou alors appeler des typographies qui sont mises à disposition gratuitement par Google, par exemple. On appelle ça les Google Fonts. Et ça, en fait, derrière, ça va être lu plus facilement par les clients mail. Donc, tout le monde pourra avoir la typographie que vous utilisez. Le ratio idéal dans un email, c'est 60% de texte, 40% d'images, grand maximum. Si vous avez plus de 40% d'images, les clients mail vont pas trop aimer. Donc, je vous recommande de bien vérifier ça auparavant. Déjà, il faut essayer. Pourquoi? Parce que l'image ne doit pas venir remplacer le propos. Ça, je comprends tout à fait qu'on va y avoir une direction artistique, une charte graphique, etc. Mais attention vraiment à la surutilisation d'images. L'objectif étant d'avoir un maximum de texte et une vraie information. Ou alors de réduire un maximum l'un et l'autre. Effectuer un test de compatibilité pour Outlook. Alors moi, c'est ma bête noire Outlook. En dessous des versions antérieures à 2016, honnêtement, il y a des gros problèmes de compatibilité avec tous les envois d'emails. Il y a un outil pour ça qui est payant malheureusement, qui s'appelle Litmus. Microsoft a un partenariat avec eux, mais c'est le meilleur qui existe aujourd'hui, si ce n'est pas un des seuls d'ailleurs. Et Litmus, ça permet d'envoyer un mail à Litmus, et Litmus vous permet de vous dit ah bah c'est bon, en fait, il est pas cassé ou il est un petit peu cassé. Ou alors il s'affiche pas du tout, mais ça c'est encore un autre problème. Donc vous pouvez effectuer un test de compatibilité pour Outlook avec certains outils. Pour les versions d'Outlook antérieures à 2016, exploitez le tout découpé. Par exemple, je vais vous expliquer ce que c'est de tout découper. En fait, normalement, les emails, c'est du code. C'est comme une page web. Donc, on va dire, afficher le fond en bleu. Je vais écrire ce texte ici. Pour les versions antérieures à Outlook 2016, il faut exploiter une autre technique qui est le tout découpé. Donc, en fait, dans le code, va falloir agencer des bouts d'images pour qu'en fait, le navigateur, donc le client mail, n'ait juste à mettre que les images dans le bon ordre. Donc, le texte sera inclus dans l'image. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'être 100% compatible avec Outlook 2013, par exemple. Et ensuite, effectuer un test de délivrabilité pour voir s'il a une bonne note et qu'il va être accepté par les clients mail. Il y a des sites, alors il y a
1000 sites pour faire ça. Vous tapez test de délivrabilité sur Google, il y en a plein de gratuits. Là, typiquement, en fait, Julien, qui avait envoyé un email, je sais pas, peut-être à un prospect ou autre, en tout cas, il avait testé son email sur un outil de test de délivrabilité. Donc, en fait, il l'a envoyé à une adresse de cet outil. L'outil charge et vous dit, c'est bien, vous avez telle note. Ou alors, c'est pas bien, vous avez une super mauvaise note. Et surtout, ensuite, il y a une vraie description de ce que vous pouvez améliorer. Donc, je vous encourage à le faire. C'est super simple à faire. Il suffit juste d'envoyer un email à une adresse email générée automatiquement. Et en fait, l'outil va charger et vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et le but étant d'avoir la meilleure note possible pour être sûr de ne pas être indiqué en spam. C'est un autre exemple qu'on avait, par exemple, avec une newsletter de Lyon Entreprise. Alors là, on a intérêt à les faire, les tests de délivrabilité, parce que derrière, il y a une base de données de 50 000 destinataires. Donc derrière, on a intérêt à bien vérifier que la base de données va vraiment a de fortes chances de le recevoir. Donc là, on a une super bonne note, donc c'est pas inquiétant derrière pour l'envoi. Donc voici pour mes conseils. J'aimerais conclure cette présentation par un rapide tour des tendances 2020 qui pourraient vous inspirer peut-être derrière pour vos envois d'emailing. Et après, on passera sur les questions-réponses et on pourra échanger sur ces thématiques-là. Alors, aujourd'hui, pour bien surveiller le marché, honnêtement, le contenu phare, et vous vous en doutez bien parce que on est souvent soumis à ce type de contenu, c'est la vidéo. Alors, l'intérêt de la vidéo, c'est qu'il y a un impact fort. Le problème, c'est qu'un email ne peut pas contenir une vidéo. Il faut que la vidéo soit hébergée ailleurs, que ce soit sur votre site ou sur YouTube ou sur Vimeo ou sur une autre plateforme, sur un serveur en tout cas, quoi. Donc, la personne sera obligée de cliquer pour être renvoyée, pour sortir de l'email et être envoyée quelque part. Donc, c'est un très bel impact la vidéo pour passer des valeurs, pour passer une information, pour conduire à sensibiliser le prospect ou le destinataire. Mais c'est vrai qu'on est obligé de cliquer pour la consulter. Donc, des avantages et des inconvénients. Et puis derrière, l'inconvénient aussi de la vidéo, c'est que ça nécessite des moyens humains, des compétences, du temps aussi. Et quand on a ni l'un ni l'autre, c'est un budget de réalisation. Mais par contre, c'est vrai que une fois que vous l'avez, vous pouvez vraiment capitaliser dessus sur tous vos leviers, hein, que ce soit l'emailing, les réseaux sociaux, sur votre site web. Donc, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses sous différents formats. L'animation, alors, le GIF, c'est un format. Donc, le GIF, c'est Graphic Interchangeable Format. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est une petite image animée. C'est plusieurs images à la suite qui tournent en boucle. C'est un format qui revient pas mal à l'honneur, en fait, ces derniers temps. Alors, l'intérêt, c'est que c'est assez ludique, c'est dynamique dans un email et surtout, les navigateurs le traduisent super bien et c'est compatible avec tous les navigateurs. Par contre, le problème d'un GIF, c'est que ça pèse souvent assez lourd parce que c'est plusieurs images. Donc, c'est intéressant. Par contre, derrière, ça risque d'augmenter le poids de votre email, donc de diminuer votre score de délivrabilité. Et d'ailleurs, on voit très clairement sur cette capture d'écran, vous le verrez peut-être quand vous recevrez la présentation, qu'en fait, l'image est un petit peu pixelisée. Et en fait, cette marque a sûrement dû réduire la qualité de son image pour que l'email ait un meilleur score de délivrabilité, que ça pèse moins lourd dans la boîte de réception. Le One Column Design. Alors, ça, c'est Airbnb. Bon, alors Airbnb est un exemple pour plein de choses, hein. Mais ils vont vraiment à l'essentiel dans leurs emails. Il y a souvent une image, un titre, un texte très court et après un ou deux boutons pour envoyer vers des articles de blog ou vers des offres. Donc, ils vont vraiment à l'essentiel. Et ça, c'est vraiment un signe qu'ils ont très bien travaillé leur base de données parce qu'ils vont déclencher l'envoi des emails en fonction du comportement de l'utilisateur sur la plateforme, etc. Parfois, mieux vaut une belle image et un texte bien travaillé avec un petit call to action, un petit bouton pour envoyer vers l'information plus complète que d'en dire des tonnes dans l'email. Donc, c'est un peu le contraire de l'exemple qu'on a vu tout au début avec Vintage Rides, même si moi, je suis vraiment très sensible à la forme des emails de Vintage Rise au début. Donc, c'est une autre tendance actuelle très utilisée par les web applications, les sites assez connus, etc. EMF for Email, alors on va s'arrêter sur cette tendance-là. Ça, c'est une nouvelle technologie que moi, je n'utilise pas, hein.
mais qui est très utile, et notamment compatible avec Gmail. Alors, ce qui est dingue, c'est que vous voyez sur ce GIF, justement, que ça ressemble presque à un mini-site. Donc, vous pouvez vraiment créer de la navigation dans l'email. Ça permet de rendre ça beaucoup plus dynamique. Donc, l'expérience est vraiment améliorée. En revanche, c'est vrai que ça ne sera pas compatible avec les clients mail les plus anciens, quoi. Donc, ça va se démocratiser à l'avenir. Moi, autant vous dire que j'ai hâte de l'utiliser. Et je vous ferai un retour, hein, si jamais on discute ensemble sur l'utilisation de cette technologie pour savoir comment ça fonctionne. Mais c'est très, très, très prometteur. En termes d'expérience, c'est très prometteur. Et pour conclure, les outils. Alors, très simple, hein. Pour l'envoi d'email, il existe ce qu'on appelle des solutions de gestion d'emailing qui vont vous permettre et de faire de la gestion de base de données et de créer vos emails grâce à cette solution, dans ce qu'on va appeler des constructeurs, des builders, donc des constructeurs d'emails très simples à utiliser. Ça, c'est les trois grands que tout le monde connaît. Qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mailchimp, moi je les ai tous très utilisés. Mailchimp, très puissant, se transforme presque aujourd'hui en solution de marketing automation, donc avec beaucoup d'intégration, d'applications, etc. Moi que j'affectionne beaucoup parce que très pratique. La version gratuite est limitée à 2000 contacts et à quelques modèles d'email. Le problème, c'est que c'est tout en anglais, donc pour les non-anglophones, ça peut être un frein. Après, Google Chrome, par exemple, traduit super bien les pages, donc ça reste très utilisable. Et c'est plutôt simple à utiliser. Mailjet, solution concurrente à Mailchimp, concurrent direct, que moi j'ai beaucoup utilisé aussi, notamment chez Pilotine. Le constructeur est plutôt pas mal fait, le constructeur d'email. Euh, les statistiques sont plutôt pas mal faites. On reste sur un outil assez classique. Donc voilà, j'ai rien à ajouter sur le sujet. Le support est un peu lent. Moi, j'ai trouvé, par contre, c'était un petit peu embêtant. Mais bon, voilà. Le dernier, je l'ai mis, Sendinblue. Je l'affectionne parce qu'il est parfois un peu plus simple à prendre en main que d'autres. Donc, si vous commencez l'emailing, ça peut valoir le coup, peut-être, si vous n'êtes pas très web ou pas très digital, d'utiliser Sendinblue. Et surtout, c'est français. Cocorico. Et aujourd'hui, il existe des certifications, notamment pour les entreprises qui utilisent uniquement des solutions françaises. Donc, ça peut avoir du sens ou pas pour vous. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Et les tests AB. Alors, moi, j'aime moins leur constructeur d'email. Par contre, je trouve moins bien fait que les autres. Par contre, il y a le test AB dont on parlait tout à l'heure est plus simple à réaliser qu'ailleurs, je trouve. Voilà. Et un petit réducteur de poids pour vos images, TinyPNG. Il existe le même pour le TinyJPEG qui vous permet d'importer vos photos pour les réduire et ça marche super bien sans pour autant baisser la qualité. Alors si vous la réduisez encore et encore et encore, ça va sûrement baisser la qualité, mais honnêtement, c'est un outil super pour baisser la qualité le poids de vos images sans en noter la qualité. Donc je vous encourage vraiment à l'utiliser, TinyPNG ou TinyJPEG pour les images en .jpeg. Voilà, maintenant à l'abordage, vous êtes prêts à lancer votre future campagne emailing. Alors, je vais en profiter pour une question. Quel est le nom de cet outil Max, de quel outil parliez-vous? J'en ai vu quelques-uns. Outils de test email, il y en a plein, mais attendez, je vais vous montrer. Mail Deliverability Tester. Hop. Mailtester.com ou MX Toolbox, vous voyez, j'ai utilisé les deux, moi. Donc, les deux sont tout aussi bien, hein. Il n'y en a pas de mieux ou de moins bien. Les données sont juste présentées différemment, quoi. Voilà. Alors, Marion, bonjour Marion, merci pour cette présentation très concrète. Je dois envoyer mon premier emailing pour lancer un nouveau produit. Je suis partagé entre mettre en avant les intérêts de mon produit pour ma cible ou expliquer qui on est. Nous sommes peu connus, ma base de données est peu qualifiée et peu fournie. Alors, en fait, tout dépend de la manière dont vous avez acquis la base de données. Tout dépend de si votre liste de destinataires vous connaît déjà. Dans ce cas-là, peut-être que se présenter à nouveau, c'est peut-être pas obligatoire. Donc, si vous êtes dans une phase de lancement d'entreprise ou de produit, bah, dans ce cas-là, autant commencer à faire monter la sauce autour du produit, pourquoi pas, ouais. Et donc, moi, je vous recommanderais de faire plus ça dans ce cas-là. Et sinon, les deux sont pas incompatibles, hein. Alors, je ne connais pas votre entreprise et ça serait intéressant d'y réfléchir. On ne pourra pas forcément prendre le temps aujourd'hui, mais ce serait intéressant d'y réfléchir. Mais si vous avez
vous pourriez faire du storytelling, en fait, de mettre vraiment les porteurs de projets en avant dans l'email, avec leur prénom, leur nom, pas, hein, c'est à vous de choisir. Et ensuite, de montrer ce qu'ils ont produit, ces porteurs de projets. Et ensuite, pour viser la transformation, de raconter l'histoire. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, ça. Raconter l'histoire pour conduire ensuite à la solidarisation, à la considération du produit, pour ensuite peut-être amener vers le site web et un achat ou une inscription, etc. Ça vaut parfois le coup de raconter l'histoire pour conduire à l'action. J'espère vous avoir répondu en tout cas pour votre question. Savez-vous comment ajouter un pré-header sur Sendinblue car je n'ai pas su le trouver. Alors sur Sendinblue, c'est l'entête de l'email. Au moment, il me semble que c'est il y a une petite roue crantée pour les paramètres et vous pouvez renseigner la description de l'email qui en fait est le pré-header. Voilà. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, moi j'ai des questions à vous poser. J'ai un petit sondage à vous partager. En ce moment, je me lance avec Pilotine dans une aventure qui est super cool. Ça fait 3 ans que j'ai commencé la formation, qu'on se marre bien, qu'on accompagne plein d'entreprises. Et aujourd'hui, on veut lancer quelque chose de nouveau. On veut lancer un site web de vente de formation pour justement apporter toutes nos compétences. On veut faire participer tous les moyens, tous les marins justement avec les différents experts métiers. Ça fait plus de 3 ans même, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on intervient dans plein de structures. On a amassé énormément de connaissances et de pédagogie, de manières de partager. On voudrait les mettre à disposition à l'achat sur notre site web, peut-être proposer un suivi. Déjà, j'aimerais savoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant ou au contraire, c'est quelque chose que vous n'utiliseriez jamais? Et surtout, on se pose la question du nom et j'aimerais vous faire participer, vous poser la question de quel nom vous préféreriez. Et il y en a 2. Je crois que je viens de le poster. Vous pouvez le trouver dans Sondage, La Capitainerie ou Pirate Academy. Ah, déjà, Stéphanie, j'ai la capitainerie. Alors, en plus, il y a une vraie, pas une bagarre, mais on a tous un avis. C'est vraiment partagé chez Pilotine. Donc, capitainerie, capitainerie ou Pirate Academy? Ok, bah écoutez, c'est plutôt unanime pour l'instant. Ok. Et alors, pourquoi la capitainerie? Pourquoi la capitainerie? Je suis curieux de savoir. Pirate Academy, on a quand même du Pirate Academy. Ah, les Pirate Academy se réveillent. Cohérence, ok. C'est vrai qu'on n'est pas des méchants, donc les pirates, je suis pas sûr que ça serait. Ouais, trop enfantin, Marion, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remonter. La Starac, excellent. Euh, ok, eh ben, super. Bah, merci pour vos retours. En tout cas, c'est vraiment important pour nous parce que derrière, ça nous permet d'avancer et on est à fond. C'est super intense et assez exaltant comme aventure. Donc, n'hésitez pas. Enfin, je vous tiendrai au courant peut-être par email, voilà, ou sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre. Euh, je le... Un dernier mot aussi pour vous donner une information qui est assez cruciale en ce moment et que moi j'ai tendance à beaucoup partager. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dispositif FNE. C'est une mesure de financement exceptionnelle mise en place par l'État. En fait, les entreprises qui ont mis des salariés en situation de chômage partiel ont le droit à 1 500 € de financement pour chaque salarié en chômage partiel. Et en fait, nous, chez Pilotine, on est organisme de formation agréé. Donc, en fait, on est éligible à ce financement-là. Donc, ça veut dire que derrière, si vous voulez profiter d'une formation ou de plusieurs formations à hauteur de 1 500 €, vous pouvez vous la faire rembourser intégralement. Enfin, votre entreprise peut se la faire rembourser intégralement. Donc, derrière, on a tout type de formation, de formation sur les réseaux sociaux, sur la prospection digitale. Peut-être que vous avez déjà vu voir Julien vous en parler, sur le référencement naturel, le référencement payant. Je vous engage à aller voir, à lire ce petit article pour savoir si vous pouvez vous faire financer, que moi j'ai rédigé sur Pilotine pour vous renseigner. Ça peut valoir le coup. Et si jamais vous voulez apprendre des choses, moi je serais ravi de pouvoir bosser avec vous parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà. Donc merci à tous pour votre participation. Et Marion, regardez sur le docu sur Netflix En Bref. Ok, c'est bon à savoir, je vais aller voir ça ce soir.
Et merci à vous et vous recevrez tous les éléments par email juste après. Et merci pour les encouragements, ça fait plaisir. On n'est pas prêt d'arrêter. Il y en a encore plein sur les semaines à venir. Il y a Julien, Yulia, Agathe, Max qui vont participer, donc n'hésitez pas à revenir. Marie, tu étais déjà venue à d'autres webinars? Ah mais oui, excellent. Désolé Marie, j'ai des centaines de personnes qui passent dans les webinars en plus. Et bah trop content de te retrouver ici. Parce que oui, je donne aussi des cours en école. C'est un vrai plaisir. Et bah content de te retrouver là et j'espère que tu apprends plein de choses. À plus tard tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.